On va commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alain Luciani, je suis radiologue au CHU Henri Mondor à Créteil. Et je suis très heureux qu'on soit aujourd'hui avec le professeur Vincent Vidal pour lancer une initiative. Alors je vais juste dire quelques mots avant de laisser évidemment toute la parole au professeur Vidal, car ceux qui me connaissent savent que je ne pratique pas la radiologie internationale avancée. Donc ce serait iconoclaste que je me porte candidat pour aller sur Mars en tant que radiologue interventionnel. Néanmoins, je vais rappeler quelques mots de contexte. Ce challenge, il se fait dans le contexte d'un partenariat fort Société française de radiologie avec le Centre national d'études spatiales, que je remercie. On a travaillé depuis un an, depuis la signature du partenariat l'année dernière entre le professeur Meder et monsieur Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES. On a travaillé à structurer un petit peu cette collaboration qui s'est étendue sur plusieurs domaines. Un domaine qu'on verra en fin de matinée, et pour faire un teaser, c'est le lancement d'un data challenge en lien avec le CNES qui sera lancé à 11h30 de l'autre côté sur le forum intelligence artificielle, et puis un travail sur la radiologie interventionnelle, en essayant de mutualiser nos forces et de partager les forces de la radiologie française, notamment en radiologie interventionnelle, avec celle du CNES, pour essayer peut-être de préfigurer ce qui pourra accompagner les astronautes dans leur voyage dès lors qu'ils auront quitté l'orbite terrestre. Donc je voulais remercier vraiment le professeur Vincent Vidal, qui depuis le début est un membre actif du groupe de travail. Didier Chaput du CNES a aussi beaucoup soutenu cette initiative, donc je le remercie aussi. On a fait une très belle session CNES SFR vendredi dernier, que je vous invite aussi à revoir, avec des témoignages très forts, notamment de Michel Tonini, qui est un astronaute qui a voyagé 2 fois, une fois sur Soyouz et une fois sur la navette spatiale. Là aussi, c'est intéressant, et pour nous radiologues, c'est très instructif sur la façon de concevoir ces outils. Voilà. Donc, je suis très heureux qu'on lance ce challenge. Vincent, la parole est à toi. Alors, merci Alain. Merci. C'est toi qu'il faut remercier, parce que c'est toi qui as l'initiative de cette collaboration. Et pourquoi tu as fait ça? Tu l'as très bien dit, c'est pour le rêve. Ça nous fait rêver, quoi. Et ça fait rêver les plus jeunes de notre spécialité. Et je pense que c'est vraiment important. Et merci pour ça, quoi. Parce que si jamais il n'y a pas de rêve dans notre spécialité, bon ben voilà. Alors, ce que je dis, c'est, je commence avec Alain, comme on travaille avec les gens du CNES, on commence à savoir de plus en plus de choses, mais il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc tout ce que je dis, évidemment, c'est basé sur mes connaissances médicales et un petit peu cosmologiques. Alors il y a Bernard Comet, qui est le médecin qui a accompagné notamment Michel Tonini, hein, qui était là dans le, je sais plus où est-ce qu'il a atterri, dans le Kazakhstan pour le recevoir et tout ça, donc il m'a beaucoup aidé. Puis David Lerner, dont on dira un mot aussi. Alors pourquoi en fait on s'intéresse à ça? Et bien parce que là vous voyez l'ISS. Sur l'ISS, bien que ça puisse paraître incroyable, aujourd'hui Thomas Pesquet, si jamais il a un problème médical et qu'il doit redescendre, dans combien de temps, à votre avis, il est sur Terre? 6 mois. Donc il a bien le temps de mourir. 12 mois. Alors, il redescend en moins de 24 heures. Il faut quelques heures pour préparer le Soyouz, que vous voyez qui est en dessous. Ah oui, de la Lune. Il faut préparer quelques heures pour préparer le Soyouz, 6 heures pour redescendre, et on va dire moins de 24 heures, il va être dans un hôpital sur la planète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le risque médical de Thomas Pesquet est le même que s'il était à Paris. Alors peut-être à Paris, mais s'il est dans la Creuse, il est quasiment moins, pratiquement, voilà, dans la Creuse ou dans un département très rural. Et c'est vraiment important parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez cette interaction et vous avez ce rapport. Donc il n'y a pas de problématique médicale vraiment spécifique sur l'ISS. Quand on n'emmène pas des gens, évidemment, qui ont des pathologies lourdes. Mais on l'a déjà dit avec Alain, nous ne serons pas choisis, compte tenu de notre adiposité abdominale. On est déjà, c'est pas nous qui irons. Bon. Là, vous voyez ici, c'est pas du tout le même film, hein. Ils sont partis, ils sont sur Mars. Quand il dit I'm sick, help, il faut 20 minutes pour que ce message arrive sur Terre. Et alors, pour peu que le message soit pas très bon, celui qui est sur Terre dit ah, tu peux pas répéter, j'ai pas compris. Donc c'est 40 minutes après qu'on entend ça. Donc il n'y a plus aucune communication possible. Donc il n'y a plus d'interaction. On peut même pas dire on va mettre un robot de chirurgie, même si c'est pas possible physiquement, même si c'était entre guillemets possible matériellement, avec quelqu'un qui pilote en bas. Non, parce qu'il n'y a pas de communication. Donc ils sont en autonomie totale. Ils vont être en autonomie totale pour la mission Mars, et c'est là où tout va prendre son sens. Alors là, vous voyez,
C'est les diapositives donc de Bernard Commet. C'est pour comprendre un petit peu les risques. Si vous voyez ici, donc là vous avez en bleu ce sont les risques du décollage, en jaune ce sont les risques de l'atterrissage, en gris ce sont les risques purement du transit et du stationnement, enfin de la navigation, et en rouge ce sont les risques médicaux. Et ben si vous voyez par exemple sur le shuttle, donc c'était la navette, les risques au décollage sont un peu importants, puis on l'a vu parce qu'il y en a une qui a explosé. Les risques à l'atterrissage sont importants. Alors quand on dit l'atterrissage, c'est la redescente. Vous savez qu'il y avait eu des problèmes avec les boucliers thermiques. Et ben vous voyez que les risques globalement de navigation en vol, ils sont peu une fois qu'on est en vol. C'est vraiment le décollage et l'atterrissage. Et puis quand on passe, et donc le risque médical, il est assez faible. Quand on est sur Mars, ben vous voyez que le décollage, en fait, ça pose pas tellement de problèmes parce que c'est des choses qu'on maîtrise. Pareil pour le retour. Évidemment, toute la problématique, ça va être le retour sur la planète. Enfin, là, il y a plein de choses qui sont complexes. Et là, on considère que le risque médical, il va vraiment augmenter. Il va vraiment augmenter parce que, voilà, on a tous l'idée que c'est ça. Hein. Le vaisseau qui part sur Mars, c'est ça, mais c'est pas du tout ça. Hein. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, pour ceux qui étaient là vendredi, qui ont vu les cosmonautes ou les astronautes, ça dépend s'ils sont russes ou américains, comprimés dans leur capsule, c'est impressionnant. Il va falloir emmener de l'eau, de l'air, de la nourriture, du carburant, de la mécanique, des appareils de communication bien sûr, et puis les membres d'équipage. Il va falloir justifier tous les kilos. C'est pas les kilos qu'on va justifier, c'est les grammes. Il y a plein de choses qu'on a du mal à comprendre, à conceptualiser. Si vous voulez mettre une perfusion à quelqu'un là sur Mars, a priori, il vous faut 1 litre de soluté, quoi. 1 litre de soluté, c'est 1 kilo. On va pas emmener 1 kilo d'eau sur Mars, quoi. C'est pas possible. En fait, ils sont en train de travailler, comme toute l'eau est en recyclage, ils sont en train de travailler à transformer l'eau basique pour en faire un soluté de remplissage. Parce que si jamais il faut perfuser quelqu'un pendant 30 jours, donc tout est comme ça, tout est d'une complexité. Et donc, faut-il emmener X à ce prix en se privant d'Y? Là, médicalement, on est en train de discuter de choses. Un événement qui va se produire tous les 100 ans, est-ce qu'il faut le prendre en compte? Eh ben, c'est des discussions. On va dire, oui, on le prend en compte parce que si ça, finalement, ça peut arriver qu'une fois tous les 100 ans, mais ça remet en cause la mission, eh ben, il faut le prendre en compte. Sinon, on va dire, bah non, tant pis, celui-là, bah, s'il arrive, on l'aura pas géré. Il y a des choses qui vont vraiment être tranchées comme ça sera géré ou pas géré. Alors, il y aura, a priori, 6 membres d'équipage avec de doubles compétences. Il y aura au moins un médecin, si ce n'est 2. Alors ce médecin, il aura une compétence très particulière, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il sache... Alors évidemment, les données médicales basiques, vous tous, enfin nous tous, si on part avec une clé USB avec les données de la science médicale, de la pharmacopée, bon bah voilà, il n'y a pas de problème, on peut se servir. Alors évidemment, il aura des notions d'urgence, il aura des notions de chirurgie, de petite chirurgie, on ne pourra pas faire de chirurgie lourde, mais de petite chirurgie. Il aura des notions de dentisterie. Et là, très important maintenant, il aura beaucoup de notions de radiologie interventionnelle. Je ne sais plus exactement le chiffre, mais je crois qu'au niveau du risque relatif de perte d'équipiers sur Mars, il y a un risque probabiliste accepté aujourd'hui de 8%. C'est-à-dire qu'il va falloir que les astronautes acceptent ce risque de 8% de perte. Et par contre, la probabilité de perte d'équipage pour des raisons médicales, elle doit être maintenue à moins de 2,10 puissance moins 3 par astronaute. Ce qui est quasiment... on considère qu'en fait, les astronautes, on ne doit pas perdre d'astronautes pour des raisons médicales. Si on perd des astronautes, ça sera pour des raisons techniques, mais pas pour des raisons médicales. C'est vraiment l'objectif qui a été fixé. Alors aujourd'hui, sur l'ISS, vous voyez, tout l'environnement médical de l'ISS pour le soin, c'est 750 litres. 400 kilos, c'est pas grand-chose. Et là, ce qui est prévu pour Mars, c'est 1,3 litres, 1,3 mètres cubes, 700 kilos. C'est vraiment pas beaucoup parce que c'est pour 6 membres pour 950 jours. Donc autant vous dire que... Alors on regarde qu'est-ce qui s'est passé en vrai depuis 1961. Depuis que il y a eu le premier homme dans l'espace, parce que vous connaissez toute l'histoire, on va pas revenir sur le contexte, d'abord les soviétiques, puis après Kennedy... We choose to go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. Franchement, il n'y a pas de phrase plus inspirante que ça, je trouve. Et si on regarde ce qui s'est passé, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Et c'est normal. Parce que bon, il y a eu des décès, mais dans la pathologie, il y a eu des gens qui se sont foulés le doigt. Après, ils ont tous un petit peu, on nous l'a bien expliqué, ils ont mal à la tête, ils ont des problèmes d'adaptation. Est-ce qu'il s'est passé des choses qu'il fallait traiter? Pas vraiment.
mais il y en a quelques-unes qui sont très intéressantes. Il y a une mission russe qui a été avortée parce que le cosmonaute a fait une prostatite. Bon, jusque-là, ça va. Avec la prostatite, il a fait une rétention. Il avait un kit d'autosondage, il n'a pas réussi à se sonder. Donc, on a avorté la mission parce qu'il était... Donc, imaginons qu'on avorte une mission pour Mars parce que quelqu'un n'arrive pas à se sonder alors qu'on peut mettre une aiguille dans la vessie. C'est quand même, pour nous, radiologues interventionnels, c'est quand même assez incroyable. On va mettre des milliards et des milliards et finalement, pour un petit coup d'aiguille, on peut faire avorter une mission. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que quand on prévoit tout, on n'a jamais tout prévu. Il y a une mission américaine où en fait, il y a une cosmonaute, enfin une astronaute, parce qu'elle est américaine, qui a fait une thrombose jugulaire. Et ben, elle n'avait pas déclaré qu'elle prenait un traitement hormonal substitutif. Ça paraît incroyable qu'elle n'ait pas déclaré, et elle a le droit de ne pas le déclarer parce que ça fait partie de sa sphère privée. Mais en fait, donc, on va dire que le facteur humain, c'est toujours souvent c'est le facteur humain qui pêche, mais là, il peut pêcher de façon incroyable. C'est-à-dire que même sur Mars, on va dire, tel événement n'aurait pas dû se produire, eh ben si, il va pouvoir se produire parce que les accidents, c'est comme ça peut toujours se produire. Donc, on va être obligé de considérer des événements, et puis c'est pas nous qui trancherons, hein, si jamais il faut les considérer ou pas, mais nous, on va se mettre dans l'idée, les radiologues interventionnels, qu'on va les considérer. Alors ça, c'est David Lerner. David Lerner, c'est quelqu'un de très intéressant. C'est un radiologue interventionnel qui a une 40aine d'années et qui est très intéressé par l'espace et donc qui a commencé à travailler avec la NASA sur la radiologie interventionnelle. Je l'avais contacté parce que ça m'intéressait déjà qu'il y a quelques années et on a eu la chance de le faire venir à Marseille au Fire. Il nous avait expliqué tout ce qu'il avait fait. C'est extrêmement intéressant. Et donc, les premiers papiers qui sont sortis il y a quelques années, le premier papier qui a mis un pavé dans la mare, c'était pourquoi le médecin qui partira sur Mars sera un radiologue interventionnel. Alors évidemment, ça ne sera pas un radiologue interventionnel, mais on l'a dit, la radiologie allait être extrêmement importante. Et vous voyez David Lerner qui est dans une piscine, ce n'est pas la piscine de la NASA, c'est sa piscine à lui, où il a fait des expérimentations en se disant, parce que je vous rappelle que quand vous faites votre drainage avec votre set de COP ou votre set de nef, le guide il est posé sur la table. Hein. Là, le guide il est en lévitation, vous ne pouvez pas le lâcher. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui le tienne, il faut que ça soit stérile. Il va se passer, ça paraît très simple de faire un drainage, oui, mais un drainage en microgravité, techniquement on a l'impression que c'est simple, oui, c'est faisable. Donc il fait des drainages dans sa piscine. Ça c'était le début, mais c'est pour montrer finalement le côté un peu, je veux dire, amateur dans une mission qui paraît incroyable. Alors voilà le modèle médical donc de la NASA avec toutes les pathologies qui sont considérées à prendre en charge sur l'ISS et puis donc il faudra prendre en charge sur Mars. Alors on peut regarder déjà qu'est-ce qu'il va falloir comme spécialité d'imagerie. Alors des ultrasons, il y en avait déjà dans la mission de Tonini. Donc aujourd'hui évidemment ils vont monter avec des ultrasons, c'est facile. Les rayons X c'est beaucoup plus compliqué. Ça demande beaucoup d'énergie, il y a plus de poids. Mais ils travaillent déjà beaucoup sur les rayons X, et il y aura des rayons X hein, sur la mission Mars. Il y a même des gens qui travaillent sur l'IRM dans l'espace. Enfin, ça paraît juste surréaliste, mais bon, il y a des gens qui travaillent dessus. Et puis, c'est ce que je viens de vous dire, hein, donc on sera que sur des ultrasons, a priori, et de la radio. Alors, ce qui est très intéressant, et ce qu'ont compris la cosmologie, c'est que avec une technique simple, et surtout identique, qui est, on va dire, le Seldinger, on va faire des choses très très différentes. On va faire par exemple une cholécystostomie ou une néphrostomie. Donc ça, faire ce drainage-là, quand vous regardez un set de drainage, l'aiguille 18 gauge, un guide Benson et un French multipurpose, ça pèse 210 grammes. Donc là, quand vous vous dites, quand on regarde le poids ratio, sauver la vie d'un astronaute avec 210 grammes, c'est vraiment... voilà, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir traiter? On va pouvoir traiter les abcès. On va pouvoir traiter hydronéphrose, pyonéphrose, éventuellement une occlusion. S'il y a une occlusion et qu'il faut mettre en décharge, parce qu'évidemment, on va pas lui opérer l'occlusion sur place. Hein. Tout ce qui est acide, épanchement pleural, pneumothorax. Bon, globalement, toutes les choses, il y a des collections. On peut penser à des choses graves, hein, comme la tamponnade, les rétentions urinaires, hématomes. Mais ce qui va être beaucoup plus intéressant, c'est les procédures dégradées. Donc, vous voyez l'exemple, là. Ils sont en train d'arriver sur Mars, il y a un problème d'obstruction des voies aériennes supérieures. Il dit, je prends le kit urinaire pour faire la trachéo. Et là, Houston répond, non, c'est pas le gold standard. Et voilà la réponse c'est-à-dire que voilà, je fais comme je peux, là. Là, on n'est plus dans il faut, et ces procédures dégradées, c'est là où le challenge va être très intéressant.
c'est que je vous invite à ceux qui vont s'inscrire au challenge à faire le tour des chirurgiens. J'ai commencé avec les ORL en leur disant, j'ai appelé le professeur Facré à Marseille en lui disant, écoute, voilà, je vais parler du challenge. Quelles sont les interventions que tu fais sur Terre qui pourraient être indispensables dans l'espace, mais qu'on ne pourra pas faire? Donc il m'a dit, régulièrement, on draine des gros abcès, des phlegmons. Alors évidemment, dans l'espace, il n'y a pas de microbes. Donc, mais vous avez votre propre sphère microbienne, donc il y aura quand même peut-être des abcès. Donc s'il y avait des abcès parapharyngés, des choses comme ça, qu'on ne draine pas nous en radiologie interventionnelle, aujourd'hui, il faudra le faire dans l'espace. Hein, les risques auxquels on peut penser aux polytraumatisés, il risque d'y avoir du polytraumatisme, il risque d'y avoir des brûlés. Donc en fait, toutes les spécialités chirurgicales doivent être interrogées pour savoir quelles sont ces procédures dégradées qu'on pourrait imaginer. Évidemment, on peut imaginer que si jamais un cosmonaute a un traumatisme cérébral et qu'on a les signes cliniques d'un hématome extradural, il faudra lui mettre un coup de trépan. Hein. Donc c'est pas de la radiologie interventionnelle, mais enfin bon. Voilà, donc former les astronautes et former donc surtout un médecin à la radiologie interventionnelle. Il y a eu déjà des tests, ça pose pas de problème particulier, il faut juste qu'ils soient formés. On se rend compte qu'il faut pas les former trop tôt, il faut les former avant qu'ils partent parce qu'on perd l'habitude. Et voilà, donc il y a plein de procédures. Et puis il faut imaginer évidemment que les gens qui partent là-haut, c'est des surhommes. Hein. Donc ils savent tout faire, ils savent aussi bien réfléchir que travailler avec leurs mains. Et puis surtout, ils ont un sang-froid incroyable. Donc ils y arriveront. Alors on en vient au challenge. Alors voilà ce qu'on a imaginé avec Alain Luciani. On va donner une année, enfin pas une année, mais jusqu'au 30 juin 2022, à tous les radiologues français qui veulent constituer des équipes. Donc on a mis de 2 à 5 personnes, mais si vous voulez vous mettre à 10, voilà. Moi je pense que ça serait sympa qu'il y ait une équipe par ville, les grandes villes. Vous pouvez vous associer, les libéraux, les publics, enfin voilà, peu importe. Et on va vous demander de travailler, on va vous envoyer une liste de procédures, donc les procédures voilà, sur lesquelles il va falloir nous dire exactement ce que vous allez mettre comme produit, enfin comme dispositif pour le traiter, avec un poids en dessous. Il va falloir traiter toute la liste des pathologies. Donc là, on travaille sur la polyvalence du matériel. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut peut-être drainer un pneumothorax avec la même chose qu'on peut drainer une vésicule, mais est-ce que ça va être la même chose pour faire une tamponnade, voilà, ou pour faire une trachéo? C'est ça qui va être intéressant. Il va falloir donc qu'il y ait donc cette polyvalence avec un poids. Ça va être la première partie de la note. Et la deuxième partie de la note, ça va être les procédures dégradées que vous allez nous présenter. Et c'est là, je pense, où on va arriver à des choses incroyables. Il y a des gens qui vont avoir des idées fantastiques. Par exemple, pour vous dire, hein, Lerner, il travaille justement sur il a travaillé pour aider les médecins, les médecins et les astronautes à faire des ponctions lombaires sous écho, parce qu'il y a beaucoup de problèmes avec la pression cérébrale. Donc il y a des moments où il faudra peut-être qu'ils se ponctionnent, qu'ils s'enlèvent du LCR, enfin voilà. Donc on va recevoir les demandes de participation à ce projet. Il faudra que vous pensiez aussi à, c'est bien beau de mettre une aiguille dans un pied long et de drainer, mais il faut que les urines elles coulent dans quelque chose. Hein. On va pas laisser couler les urines dans la capsule. Donc il faudra des tubulures, il faudra des sacs. Il va falloir voir, évidemment, il va falloir que vous pesiez tout ça emballé, hein, parce que le matériel ne part pas emballé. Donc le dossier qui sera en fait le plus complet sera le dossier qui va gagner. On va vraiment, il y a peut-être des gens qui vont nous donner des choses hyper intéressantes, mais qui sont pas faisables. Il a bien insisté, Bernard Comet, il a dit, si jamais vous nous proposez une intervention qui finalement pose plus de risques secondaires, eh ben on fera pas. On préfère stabiliser si c'est une pathologie qu'on peut plus ou moins stabiliser ou traiter, et que l'intervention que vous nous proposez, vous risquez de faire un trou dans la aorte, on restera dans la stabilisation. Donc ça, c'est une vraie balance. Il va falloir y réfléchir. Il faut vraiment que vous vous mettiez dans la peau de, voilà, je travaille pas à l'hôpital, je travaille en procédure dégradée, je travaille dans l'espace. Et alors l'équipe qui sera là-bas, là, voilà, qui va nous amener le plus de choses, on remettra le prix. Donc il faudra nous rendre le dossier au 30 juin pour qu'on puisse travailler avec les gens du CNES sur voilà, comment il va y avoir, bon, bien sûr, Alain, Hélène, des gens de radiologie interventionnelle, mais aussi des gens du CNES qui vont nous dire, bah oui, ce que vous avez dit là, c'est n'importe quoi. Vous avez le droit d'aller interroger des gens et tout, hein. C'est un challenge, hein. Donc ceux qui veulent gagner, tout est permis, hein. Vous pouvez, voilà, aller chercher des publications, faire ce que vous voulez. Et on remettra le prix au JFR 2022. Autant vous dire qu'avec Alain, on va tout faire pour que ce soit quelqu'un de très connu qui remette le prix. Voilà.
Alors, si vous avez des questions, eh ben, elles sont les bienvenues. Et puis, surtout, portez bien la nouvelle. Je sais pas, je sais qu'il y a déjà au moins 3-4 équipes qui sont intéressées. Bah, ça serait bien qu'il y en ait le plus possible. Hein. Et bah, voilà, qu'il y ait un animateur dans chacune. Et une fois de plus, Alain, merci pour nous emmener dans ce rêve. Merci Vincent. On va prendre peut-être des questions. Juste dire que on voit bien tout l'intérêt de ce que tu as dit, Vincent. L'espace, ça fait rêver, mais c'est aussi un endroit où on développe des choses qu'on ramène sur Terre. Et donc cette notion de procédure dégradée, ben, elle pourra donner aussi lieu, je suis sûr, à un partage de ces innovations vers des territoires de déserts médicaux, vers des pays hors Union européenne qui n'ont pas les facilités qu'on a. Et je crois que c'est ça qui est extrêmement enrichissant. Ça a toujours été le cas de l'espace. Ce qu'on a développé dans l'espace, au final, il y a eu des applications sur Terre qui ont été extraordinaires. Donc c'est aussi pour ça qu'on voulait le faire. Et merci Vincent de le montrer comme ça avec ce que tu appelles tes procédures dégradées. Alors c'est exactement ça. Et c'est la première question qu'on nous a posée. C'est est-ce que cette boîte à outils pourrait pas servir au Mali? Bah oui, évidemment, elle va pouvoir servir au Mali. Et évidemment, on reboucle sur le concept de Ferrambeau et sur l'aide qu'on va apporter à ces pays émergents. C'est quand même marrant de voir que pour aller traiter quelqu'un dans le désert au Mali ou sur Mars, eh ben en fait, on va utiliser les mêmes technologies. Donc, voilà. Question au forum. Ouais. Alors les équipes françaises vont s'adresser, alors on va voir avec Jennifer pour voir comment au niveau de la SFR on va recevoir les invitations. Mais bon, globalement, vous pouvez soit vous adresser à la SFR, soit vous m'envoyez un mail, donc vincent.vidal@ap-hm.fr, voilà, ou à Alain Luciani, ou enfin bon, pour les gens qui sont intéressés, ça sera assez facile de nous communiquer. On va clôturer les inscriptions, on va dire d'ici 2 mois. On va se laisser jusqu'à fin novembre. Donc ça veut dire que vous avez le temps de vous inscrire. Et je suis content parce qu'il y a Gilles Soulès qui vient d'arriver. Il a dit qu'il était volontaire pour partir sur Mars. Donc voilà, pensez à lui. Vincent, une question. Est-ce qu'on peut solliciter des partenaires industriels ? Vous pouvez solliciter des partenaires industriels, bien sûr. Alors, une chose qui est importante pour le challenge, et merci de le préciser, on ne propose pas de matériel non existant cette année. Cette année, on n'est pas dans le cadre « j'invente du matériel » pour... voilà. Par contre, si la construction de votre challenge, vous avez une idée où vous pourriez inventer du matériel, ça pourra faire l'objet, on est déjà pensé, du challenge de l'année prochaine. Donc, pour le moment, on n'invente rien. Enfin, on n'invente rien. On pense à des choses, mais la boîte à outils, c'est pas une boîte à outils, c'est une boîte à outils avec du matériel existant. Et si vous avez une bonne idée, vous la gardez dans votre tête. Le guidage, c'est éco. Hein. Alors, le guidage, c'est échographie et rayon X. Au début, on a dit que échographie, et finalement, on se rend compte que on est quasiment sûr d'avoir du rayon X, et puis ça pousse tellement plus loin, le fait de pouvoir faire une image de rayon X, que on va partir comme ça. Donc je me refais vraiment tout à l'heure on a parlé de Kennedy, we choose to go to the moon. Donc interventional radiology choose to go to Mars. Not because it's easy, but because it's hard. Hélène, tu voulais dire quelque chose? Alors il y aura une image copique ou une image radiographique, mais a priori il y aura de l'image radio. Aujourd'hui ils ont déjà des tout petits générateurs. Bonjour, je voulais savoir si dans ce que vous demandez, il y a le matériel utile à toutes les pathologies, si vous incluez la marge de recyclage, parce que effectivement, si une tubulure, si elle sert une fois, comment on peut... Ça sera etc. Les pannes les plus courantes, est-ce qu'il y a le matériel pour réparer les pannes les plus courantes, etc. Alors, quand on j'enverra le dossier, effectivement, la polyvalence va être très importante. C'est-à-dire que la tubulure, plus elle peut servir à plein de choses, tout est recyclé. Hein. Quand je vous dis qu'on va recycler, évidemment, ils recyclent leurs urines. Hein, on est en système d'eau fermée. Hein, ils boivent leur urine retraitée. Hein, donc même l'eau pour les fluides médicaux va être de l'eau. Donc plus ça va être polyvalent, plus ça va être voilà. Donc c'est pour ça que le côté challenge, si c'est juste pour dire je mets un set de nef dans la boîte à outils, non, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez conceptualiser justement dans la globalité. Il faut vraiment vous mettre dans la peau de je suis dans la navette, comment je fais quoi. Et c'est là où je pense qu'il va sortir des choses assez intéressantes. Ok, merci beaucoup Vincent. Le challenge est lancé. Alors, je suis très content qu'il se lance cette année.
Ouais, évidemment, je peux vous dire qu'il y aura une équipe marseillaise. Et on fera en sorte qu'il n'y ait pas de juge impartial. Voilà, il y a un juge impartial. Hier, je l'ai dit déjà c'est pas l'équipe marseillaise qui avait gagné, mais on a dit si c'est les Marseillais qui gagnent, quoi qu'il en soit, on offrira le livre aux autres pour être sûr que. Non, mais si Marseille est là, il y aura Paris. T'inquiète pas. Donc déjà, on a déjà un match Marseille-Paris, c'est déjà bien. Si jamais Toulouse ne participe pas, alors Toulouse c'est pareil, hein. Ils risquent d'être aidés de très très près, mais tant mieux. Hein. Tous les coups sont permis. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus. Merci à Vincent. Et puis c'est parti. Ah oui, si, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc ça, c'est dans 20-25 ans, le premier homme sur Mars. Ça, c'est 20 ans plus tard. Ça, c'est 40 ans plus tard. Donc là, vous avez l'Institut Alain Luciani. Vous voyez, avec on fera de la radiologie. Et je vous ai mis quand même une diapo qui est quand même fantastique. C'est-à-dire que ça sera dans 250 ans, 300 ans. On dira, where the air is free and breathing is easy, la Terre, votre oasis dans l'espace. On ne pensera plus qu'à ça après retourner sur Terre, passer un petit voyage de noces sur Terre.